Alors que j'étais en soins intensifs enceinte, il a publié des photos de spa avec sa maîtresse, des images de caméra ont mis fin à sa carrière. Pour le monde extérieur, nous étions l'incarnation du succès moderne. Aurélien Moreau était un architecte visionnaire, du genre dont le nom était murmuré dans le même souffle que les clients célèbres qui commandaient ces maisons tentaculaires et défiant la gravité. Son travail faisait partie intégrante des magazines glacés. Son visage, une présence en somme familière sur les panels de design et lors des galas philanthropiques. Il avait cultivé une image de brillance sans effort, un homme qui pouvait façonner les paysages et les horizons avec le même charme facile qu'il utilisait pour captiver une pièce. Moi, sa femme, Clara Martin, j'étais le cœur de cette image. Avec un sourire qui pouvait désarmer le critique le plus cynique et un esprit doux qui semblait rayonner de chaleur, j'étais le complément parfait de son ambition. J'avais mis de côté ma propre carrière prometteuse en conservation d'art pour construire notre foyer et être le fondement stable sur lequel il lancerait son ascension fulgurante. Maintenant, à 8 mois de grossesse de notre premier enfant, un fils, j'étais lumineuse. Mon réseau social était une tapisserie de moments joyeux. Ma main reposait sur mon ventre arrondi. La chambre de bébé était peinte dans des tons doux de sauge et de crème. Sa main était sur la mienne alors que nous regardions des échographies. Notre vie, telle qu'elle était présentée en ligne, était un plan parfait de bonheur. Notre maison, l'une de ses propres conceptions, témoignait de ce récit public. Une merveille de sol en porte-à-faux et de vastes murs de verre donnant sur un canyon sauvage. C'était un endroit qui brouillait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Mais malgré toute sa transparence, il gardait bien ses secrets. Ces derniers temps, le verre avait commencé à ressembler moins à une fenêtre et plus au mur d'une cage. Les rires faciles étaient devenus tendus, les silences entre nous s'allongeant et s'alourdissant. Il travaillait plus tard, son téléphone toujours incliné loin de moi, vibrant de messages qu'il balayait comme des clients exigeants ou des urgences d'entrepreneurs. Je voyais le scintillement de l'agacement dans ses yeux lorsqu'il lui demandait davantage, une ombre que son sourire charmant ne pouvait plus tout à fait dissimuler. Je mettais cela sur le compte du stress. Le bébé allait naître, et son dernier projet, un musée phare pour un milliardaire de la technologie, était son projet le plus ambitieux à ce jour. Il était soumis à une pression immense. Alors, je refoulais mes propres angoisses, me concentrant sur la nouvelle vie qui grandissait en moi. Je me disais qu'une fois le bébé arrivé, les fractures dans notre façade parfaite guériraient. Le silence serait rempli de cris et de roucoulements, et son attention, si souvent dirigée vers l'extérieur, vers le monde, serait ramenée à la maison. La soirée où tout cela s'est passé a commencé comme toutes les autres soirées tendues. Il est rentré tard, bien après que le soleil se soit éteint derrière les parois du canyon. Il sentait faiblement un parfum qui n'était pas le mien, une odeur sucrée et entêtante. Il l'expliquait comme un câlin d'un agent immobilier lors d'un dîner de réseautage. Il était distant, son esprit clairement ailleurs pendant que je parlais de mon dernier cours prénatal. Une dispute a commencé à mijoter, une dispute familière concernant ses absences, le gouffre émotionnel qui s'était ouvert entre nous. J'ai juste besoin que tu sois là, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Avec l'arrivée du bébé, j'ai juste besoin de mon mari et je dois sécuriser notre avenir, a-t-il rétorqué, sa voix tranchante d'une frustration qui semblait disproportionnée à ma demande. Ce contrat de musée représente tout. As-tu la moindre idée de la pression sous laquelle je suis? La dispute a escaladé, nos voix s'élevant dans le vaste salon aux murs de verre. Puis une douleur soudaine et aveuglante a traversé mon abdomen, une crampe si violente qu'elle m'a coupé le souffle et m'a fait plier les genoux. J'ai crié, me tenant le ventre. Alors qu'une vague de vertige me submergeait, une chaleur sombre et terrifiante s'est répandue dans mes jambes. Sa colère s'est instantanément évaporée, remplacée par un masque de panique. La course à l'hôpital a été un brouillard de pneus crissants et d'appels téléphoniques frénétiques. Sous la lumière stérile fluorescente de la salle d'urgence, les médecins et les infirmières se déplaçaient avec une urgence terrifiante. Des mots comme décollement placentaire et détresse fœtale flottaient dans l'air, vifs et incompréhensibles. Je me suis tenu dans le couloir, mes mains pressées contre le mur froid, l'image d'une épouse affligée. J'ai appelé mes parents, ma voix craquelante d'un désespoir répété. J'ai appelé mon frère, Théo Bernard, dépeignant une sombre image d'une crise médicale soudaine et inexplicable. Quand un médecin a finalement émergé, le visage grave, la nouvelle a été une épée à double tranchant d'espoir et de terreur. Ils ont dû procéder à une césarienne d'urgence. Ils essaieraient de nous sauver tous les deux, mais les 24 heures suivantes seraient critiques. J'ai été conduite au bloc opératoire,
et Aurélien a été guidé vers une petite salle d'attente privée dans l'unité de soins intensifs. Il s'est affalé sur une chaise, a enfoui son visage dans ses mains, et pendant un moment, le monde a cru qu'il était un homme sur le point de tout perdre. Il a sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Quelques minutes plus tard, une publication est apparue sur son compte Instagram, suivie par des milliers de personnes. C'était une photo de nos mains, la sienne tenant la mienne, prise des semaines auparavant. La légende était un chef-d'œuvre d'angoisse contrôlée. Mon monde entier est entre les mains des incroyables médecins ici ce soir. S'il vous plaît, priez pour ma magnifique femme et notre fils à naître. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La publication a explosé. Des messages d'amour, de soutien et de prière ont afflué de la part d'amis, de clients et de milliers d'inconnus qui avaient suivi notre vie parfaite. Il a été loué pour sa vulnérabilité, pour son profond amour pour moi. Il avait parfaitement préparé le terrain. Pendant que j'étais allongé sur une table d'opération sous l'éclat cru des lumières chirurgicales, ma vie tenant à un fil, son mari dévoué curatait méticuleusement le récit de son chagrin. Mon frère, Théo Bernard, est arrivé à l'hôpital 1 heure plus tard, le cœur battant à un rythme frénétique contre ses côtes. C'était un professeur d'histoire, un homme d'observation tranquille et de pensée méthodique, complètement à l'opposé de mon mari charismatique. Il avait toujours nourri un soupçon de doute à l'égard de l'architecte, un sentiment qu'il ne pouvait jamais vraiment articuler. C'était la façon dont le sourire d'Aurélien n'atteignait jamais vraiment ses yeux, la façon dont ses histoires étaient toujours un peu trop polies, un peu trop parfaites. Mais il avait gardé son scepticisme pour lui, pour mon bien. Maintenant, en me voyant affalé sur une chaise dans la salle d'attente des soins intensifs, téléphone à la main, ressemblant en tout point à une épouse dévastée, il a ressenti une pointe de culpabilité pour ses doutes. « Comment va-t-elle » a demandé Théo, la voix rauque. Aurélien a levé les yeux rouges. Il avait visiblement pleuré, ou du moins était très bon pour donner l'impression qu'il l'avait fait. C'est grave. Ils l'ont emmené pour une césarienne d'urgence, le placenta s'est détaché. Ils font tout leur possible pour aider le bébé. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant juste assez pour avoir l'air authentiquement désemparé. Je n'arrête pas de penser, qu'est-ce que j'ai manqué? Y avait-il des signes? Aurais-je dû la faire se reposer davantage? Il jouait bien son rôle. Théo s'est assis à côté de lui, les deux hommes enveloppés dans le silence sinistre et antiseptique de l'aile de l'hôpital, ponctué seulement par le bip rythmique lointain des machines. Le téléphone d'Aurélien vibrait sans cesse. Il y a tellement de gens qui se manifestent, a-t-il murmuré, montrant à Théo la cascade de commentaires de soutien sur sa publication. C'est incroyable. Les gens sont si gentils. Pendant les quelques heures suivantes, ils ont attendu. Aurélien allait et venait, passait des appels et fournissait des mises à jour à la fois vagues et alarmantes. Il parlait de transfusion, de constantes vitales instables, du bébé transporté d'urgence en néonatologie. Il semblait être partout à la fois, conférant avec les infirmières, sortant prendre l'air, et vérifiant constamment et compulsivement son téléphone. Théo, pendant ce temps, restait sur place. Il m'observait. Il a remarqué que les appels d'Aurélien étaient courts et murmurés. Il a remarqué que les pauses pour prendre l'air devenaient de plus en plus longues. Lors de l'une de ses absences, une infirmière est venue informer la famille. Elle a regardé autour de la salle d'attente vide, un peu confuse. Où est passé son mari? Le médecin espérait lui parler. Il vient de sortir, a dit Théo, une inquiétude sourde se resserrant dans son estomac. Aurélien est revenu 10 minutes plus tard, sentant légèrement l'air froid de la nuit, son explication de prendre l'air sonnant assez plausible. Au petit matin, il y avait des nouvelles. J'étais sorti de chirurgie. J'étais stable mais toujours inconsciente en soins intensifs. Le bébé, un garçon pesant seulement 1,8 kg, était vivant, se battant pour sa vie dans une couveuse de néonatologie. La crise immédiate était passée, mais le danger était loin d'être écarté. Épuisé, Théo a décidé de rentrer chez lui quelques heures pour se doucher et informer mes parents en personne que le pire, pour l'instant, était passé. Aurélien a insisté pour rester. Je ne la quitte pas, a-t-il juré, la voix épaisse d'émotion. C'était une déclaration qui lui a valu un signe d'approbation d'une infirmière qui passait et qui a momentanément calmé les doutes croissants de Théo. C'est plus tard dans l'après-midi que la première fissure est apparue dans le monde soigneusement construit d'Aurélien. Théo était à son propre appartement, répondant aux appels inquiets des amis de la famille lorsqu'un SMS est arrivé de sa cousine, Manon Lefebvre,
une jeune femme travaillant dans le design graphique et possédant une connaissance encyclopédique des potins en ligne. Le message était simple, n'est-ce pas le mari de ta sœur? Sous le message, il y avait une capture d'écran. Elle provenait de l'histoire Instagram d'une femme que Théo n'avait jamais vue auparavant. Le nom de profil de cette dernière était une chaîne fade de lettres et de chiffres, mais sa biographie était simple, mannequin influenceuse. Vivant ma meilleure vie. La photo montrait deux paires de pieds posés sur des chaises longues moelleuses. En arrière-plan, une piscine carrelée d'un bleu serein scintillait. Une paire de pieds était fine avec des ongles d'orteil rouges parfaitement peints. L'autre était sans aucun doute celle d'Aurélien. Sur la cheville de ce dernier, il y avait un tatouage distinctif, un dessin architectural minimaliste d'une rose des vents, le même tatouage qu'Aurélien s'était fait l'année précédente, et qu'il avait prétendu symboliser sa quête de direction avec moi et notre futur enfant. La photo était légendée, un peu de repos inattendu. Parfois, il faut juste se faire plaisir. Luxe d'une journée spa. Détente. Le sang de Théo se glaça. Cela pouvait être une coïncidence. Beaucoup de gens pouvaient avoir un tatouage similaire. Mais alors il vit le géolocalisateur en haut de l'image. Le spa et resort de la Cascade Bleue. C'était un établissement notoirement cher et exclusif, à environ 40 minutes en voiture de l'hôpital. Et puis il vit l'horodatage. L'histoire avait été publiée 2 heures auparavant, en plein milieu de la période où Aurélien avait juré qu'il n'avait pas quitté Montchevet. Les mains tremblantes, Théo consulta les réseaux sociaux d'Aurélien. La publication sincère à mon sujet était toujours là, continuant de recueillir des centaines de commentaires sympathiques. Il parcourut les commentaires et son cœur s'arrêta. L'un des commentaires les plus récents provenait de la même femme, l'influenceuse de la photo du spa. Sous ma supplique de prière, elle avait posté un simple emoji de cœur rouge, une démonstration publique de soutien d'une compagne secrète. C'était effronté, c'était cruel, et c'était un mensonge. Aurélien n'était pas à l'hôpital, perdu dans son chagrin. Il était dans un spa de luxe avec une autre femme, recevant des massages pendant que j'étais inconsciente et que notre nouveau-né luttait pour respirer dans une boîte en plastique. Théo ressentit une vague de rage pure et non diluée. L'inquiétude vague qu'il ressentait depuis des années s'était cristallisée en une certitude terrible et indéniable. Il regarda à nouveau la capture d'écran, les deux paires de pieds se relaxant au bord de la piscine. Le masque du mari en deuil n'avait pas seulement glissé. Il avait été arraché et piétiné au sol. Il savait maintenant avec une clarté nauséabonde que ce n'était pas seulement une tragédie médicale. C'était une trahison de la nature la plus profonde et la plus dépravée. La rage était un feu dans la poitrine de Théo, mais il la réprima, la transformant en une résolution froide et dure. Une confrontation publique ne ferait que causer plus de douleur à sa sœur, qui était encore dans un état fragile. Il ne pouvait pas faire irruption dans l'unité de soins intensifs, brandissant une capture d'écran et criant des accusations. Ce serait sa parole contre celle d'Aurélien, et cet homme était un maître manipulateur. Il avait besoin de plus. Il avait besoin de preuves indéniables, irréfutables. Il devait construire un dossier pierre par pierre, tout comme Aurélien construisait ses maisons de vers sans âme. Il devint un détective malgré lui. Ses cours d'histoire remplacés par son écran d'ordinateur. Ses textes historiques remplacés par un labyrinthe de profils de réseaux sociaux et d'empreintes numériques. Il commença par la maîtresse. Sa présence en ligne était une galerie soignée de vanité. Des photos en bikini sur des plages exotiques. Des sacs de créateurs posés sur les sièges passagers de voitures de luxe, des coupes de champagne qui s'entrechoquaient dans des bars sur les toits. Elle était une professionnelle de la séduction. Il remonta des mois, puis une année. Un schéma émergea. Elle postait depuis une ville, Milan, Paris, Aspen, et un jour ou deux plus tard, Aurélien publiait une photo de voyage d'affaires du même endroit. C'était un récit fantôme courant parallèlement à sa vie publique, caché à la vue de tous. La prochaine étape de Théo fut l'hôpital. Il revint ce soir-là, son comportement calme et sombre. Aurélien était là, de retour dans son rôle, son visage marqué par l'inquiétude. Il expliqua son absence précédente avec un nouveau mensonge, plus subtil. « Mes excuses. J'ai dû sortir, dit-il, sa voix basse et confidentielle. L'un des principaux investisseurs du projet du musée est un monsieur âgé, très traditionnel. Il a entendu parler de ce qui s'est passé et a insisté pour me rencontrer pour prendre un café. J'ai essayé de le décourager, mais il est excentrique. J'ai dû y aller, sinon tout le projet aurait pu être compromis. C'était la dernière chose que je voulais faire,
mais je devais penser à la sécurité de notre famille. C'était un mensonge brillant, tissant son ambition dans un récit de devoirs réticent. Mais Théo savait que c'était un mensonge. Il se contenta de hocher la tête, le gardant en réserve. Il commença à parler doucement à certaines des infirmières de l'étage sous prétexte d'obtenir une compréhension plus détaillée de mon état. Il était poli, patient et profondément concerné, ce qui les amenait à se confier à lui. Il mentionna la dévotion de mon beau-frère. Il semble si dévoué, il ne me quitte presque jamais, commenta Théo à une infirmière plus âgée et expérimentée. Elle lui lança un regard compatissant mais connaisseur. Il est là souvent, cher, mais il prend de longues pauses. Cet après-midi, il est parti pendant bien 3, peut-être 4 heures. Je suppose que nous avons tous besoin de décompresser à notre manière. 3 ou 4 heures. Assez de temps pour conduire au spa et resort de la Cascade Bleue, profiter d'un traitement de spa et revenir. Une autre pièce du puzzle s'assembla. L'enquête prit un tournant plus sombre lorsque Théo, poussé par un soupçon lancinant, décida de jeter un œil à nos finances. Moi, dans un moment de prévoyance il y a 1 an, lui avais donné les informations de connexion pour nos comptes conjoints, en faisant de lui un utilisateur secondaire avec des droits de visualisation. Au cas où il y aurait une urgence, avait-elle dit en riant. Elle n'aurait jamais pu imaginer cela. Il se connecta. Le compte chèque principal semblait normal à première vue, mais le compte d'épargne conjoint, celui que nous avions constitué pour le bébé et pour un futur acompte sur une maison plus grande, était un désert. Au cours des 6 derniers mois, il y avait eu une série de retraits importants et systématiques. Des dizaines de milliers d'euros transférés en chiffres ronds et nets vers un compte de carte de crédit qui était uniquement au nom d'Aurélien. Il cliqua sur le relevé de carte de crédit. Le feu dans sa poitrine se ralluma. Les frais étaient une carte de la vie secrète d'Aurélien, hôtel 5 étoiles dans des villes où il n'avait pas de projet, dîners extravagants pour 2 dans des restaurants étoilés Michelin, magasins de bijoux haut de gamme, et puis il trouva un débit datant d'il y a 2 jours, un P. Répaiement pour un forfait couple au spa et resort de la Cascade Bleue de 2500 €. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était un pillage systématique de notre avenir commun. Il finançait sa vie secrète avec l'argent que je pensais que nous économisions pour notre fils. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. C'était un drain financier calculé, un vol caché derrière des baisers et des promesses. Aurélien ne trompait pas seulement sa femme. Il volait son propre enfant. Théo se sentit mal. Il avait maintenant le calendrier, le mobile et la piste financière. Il avait la photo du spa et le relevé de carte de crédit. C'était une solide affaire, mais Aurélien pourrait toujours essayer de la retourner. Il pourrait prétendre que son ami avait utilisé sa carte. Il pourrait dire que la photo était ancienne. C'était un menteur professionnel et sa réputation publique était son bouclier. Théo savait qu'il avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qu'Aurélien ne pourrait pas nier par la parole. Il avait besoin de quelque chose d'objectif, de non émotionnel et d'absolu. Il pensa au géolocalisateur de la photo de la maîtresse. Le spa et resort de la Cascade Bleue. Un établissement exclusif comme celui-là, s'adressant aux riches et aux célèbres, aurait une sécurité de pointe. Ils auraient des caméras. Un nouveau plan audacieux se forma dans son esprit. Il devait obtenir ces images. Il n'était ni avocat ni policier. Il n'avait aucune autorité pour les exiger. Mais il était un frère animé par une fureur juste. Il irait lui-même au spa. Il trouverait un moyen de regarder leur cassette de sécurité d'hier. Il obtiendrait la dernière pièce de preuve irréfutable qui non seulement exposerait Aurélien, mais le détruirait complètement. Le fil effiloché l'avait maintenant mené à un seul point crucial, une caméra silencieuse montée sur un mur, une caméra qui détenait la vérité. Le spa et resort de la Cascade Bleue était encore plus opulent que son site web ne le suggérait. Une longue allée sinueuse traversait des jardins paysagers menant à un vaste complexe de pierres et de cèdres. C'était un temple de tranquillité construit pour les personnes qui pouvaient se permettre d'acheter le silence. Théo, vêtu d'un blazer emprunté pour avoir l'air convenable, sentit son estomac se nouer en entrant dans le hall. L'air était épais de l'odeur d'eucalyptus et de lavande, une odeur qui semblait maintenant nauséabondement obscène. Il s'approcha du bureau d'accueil, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. La gérante était une femme d'une 50aine d'années, au visage parfaitement composé et à l'air d'un professionnalisme impénétrable. J'avais répété mon histoire une 12aine de fois dans la voiture. Bonjour, commença-t-il, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. J'espérais que vous pourriez m'aider avec un problème mineur, mais plutôt urgent.
Mon nom est Monsieur Bernard. Il détestait mentir, mais c'était un mal nécessaire. J'étais ici hier après-midi pour rendre visite à un ami, et je crois que ma voiture a été cabossée dans votre parking. Une petite rayure, mais sur un véhicule loué, vous savez comment c'est. J'espérais pouvoir jeter un coup d'œil rapide à vos enregistrements de sécurité extérieure d'hier, disons entre 14h et 16h, juste pour voir si cela a capturé quelque chose. Le sourire poli de la gérante ne faiblit pas, mais ses yeux étaient comme des volets d'acier. Je comprends votre préoccupation, monsieur. Cependant, en raison de la confidentialité de nos clients, nous avons une politique très stricte. Nous ne pouvons montrer les enregistrements de sécurité à personne sans une demande formelle des forces de l'ordre. C'était la réponse à laquelle il s'attendait. Il passa au plan B, l'appel à l'humanité. Je comprends parfaitement, dit-il, laissant tomber ses épaules, injectant une note de désespoir lasse dans sa voix. Écoutez, je vais être honnête avec vous. La voiture n'est pas le vrai problème. Ma sœur. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital hier. Une complication de grossesse. C'était très limite. Il vit un éclair de sympathie dans les yeux de la gérante et poursuivit. Son mari était censé être là, mais il s'est comporté étrangement. Il a été absent pendant des heures. Quelqu'un m'a envoyé une photo suggérant qu'il aurait pu être ici avec quelqu'un d'autre. Il laissa les mots désagréables flotter dans l'air. Ma femme, ma sœur, est allongée dans un lit de soins intensifs. Elle aurait pu mourir. Leur bébé est en néonatologie. S'il était là, j'ai juste besoin de le savoir pour l'amour de ma sœur. Avant qu'elle ne se réveille et qu'elle ne demande l'homme qui l'a abandonné dans son heure la plus sombre. Je ne vais pas faire de scène. Je ne nommerai personne. J'ai juste besoin de le voir moi-même, s'il vous plaît. Il vit la lutte dans son expression, le professionnalisme entraîné contre la décence humaine de base. Elle hésita, jetant un coup d'œil autour du hall vide. Attendez ici, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle disparut dans un bureau arrière. Théo attendit ce qui lui sembla une éternité, son esprit tourbillonnant. Il lui restait une dernière carte à jouer, la menace d'une exposition publique. Il pouvait lui dire que si le SPA était surpris à protéger un coureur de jupons qui avait abandonné sa femme gravement malade, le scandale résultant serait bien pire pour leur réputation qu'une vision discrète et silencieuse d'une bande, mais il espérait ne pas avoir à le faire. La gérante revint, le visage grave. « Suivez-moi, dit-elle, le conduisant dans le petit bureau de sécurité sans fenêtre. Sur un grand moniteur, une grille de flux de caméras affichait des vues silencieuses et attentives de la propriété. Notre politique est inébranlable, dit-elle sévèrement, comme pour se convaincre elle-même. Mais ma sœur a vécu quelque chose de similaire. Personne ne devrait endurer cela. Elle tapa rapidement sur un clavier. Vous avez dit entre 14h et 16h hier. Quelle caméra? L'entrée, la réception, le couloir menant aux suites de traitement. Si possible, dit Théo. Elle trouva la date et l'heure. Les enregistrements commencèrent à jouer. D'abord, l'entrée principale. À 14h17, une voiture de sport chère et familière s'arrêta devant le voiturier. Aurélien sortit du côté conducteur. Il avait l'air détendu, souriant. Puis la porte passager s'ouvrit. Sophie Lefebvre, ma maîtresse, sortit en riant et passa son bras autour du sien. Ils entrèrent dans le hall, ayant l'air, pour le monde entier, comme n'importe quel autre couple insouciant et fortuné. Le souffle de Théo s'arrêta. La gérante changea pour la caméra de la réception. C'était encore plus accablant. L'horodatage indiquait 14h19. Aurélien était appuyé au comptoir, carte de crédit en main, la même carte du relevé, flirtant avec la réceptionniste. Sophie se tenait à côté de lui, passant une main dans son dos. Il n'y avait aucune tristesse sur son visage. Pas d'inquiétude, seulement une satisfaction narquoise. C'est lui, demanda doucement la gérante. Théo ne put que hocher la tête, une froide et lourde nausée se répandant en lui. Il sortit son téléphone et, avec la permission tacite de la gérante, enregistra le moniteur capturant les images de leur arrivée et de leur enregistrement. C'était le coup de grâce. Mais alors qu'il s'apprêtait à remercier la gérante et à partir, une nouvelle idée, bien plus terrible, commença à germer. Il se souvint de l'alibi d'Aurélien, la rencontre avec l'investisseur âgé. Il avait les enregistrements financiers. Il avait les images du SPA.
il avait complètement démantelé les mensonges d'Aurélien sur ce qu'il avait fait après que j'ai été en soins intensifs. Mais qu'en était-il d'avant? Que s'était-il réellement passé dans cette maison de verre sur le canyon? Nos disputes s'aggravaient. J'entendais de plus en plus de détresse dans mes appels. Il rentra chez lui en pleurant, la victoire d'avoir obtenu les images du spa éclipsées par une nouvelle peur rampante. Il avait accès au système de sécurité de notre maison. J'avais insisté pour qu'il l'installe et lui avait donné le mot de passe principal. C'était un système simple, une caméra sur la porte d'entrée, une couvrant le patio arrière, et une dans le salon principal, que je voulais utiliser comme babyphone une fois que notre fils serait assez grand pour jouer. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine taper le mot de passe. Je naviguais vers les archives, mon cœur battant d'un rythme assourdissant dans mes oreilles. Je sélectionnais la caméra du salon principal et réglais la date sur la veille, juste avant la course frénétique à l'hôpital. Les enregistrements se chargèrent. Là, nous étions, Aurélien et moi, debout au centre de la vaste pièce ensoleillée. L'audio était cristallin. J'entendis la dispute dont je n'avais entendu qu'un côté, ma voix suppliante, les répliques méprisantes et cruelles d'Aurélien. Tu n'es jamais là. C'est comme si j'étais déjà une mère célibataire, pleurais-je, ma main sur mon ventre. Ne sois pas si dramatique, ricana-t-il. C'est ce qu'il faut. Cette vie que tu aimes tant ne se paie pas d'elle-même. Je ne me soucie pas de cette vie. Je me soucie de nous. Je sais que tu me mens. Je peux sentir son parfum sur tes vêtements. La confrontation s'intensifia. J'essayai de lui prendre son téléphone. Il me le retira violemment. Je restai ferme, les larmes coulant sur mon visage, bloquant son chemin vers la porte. Dis-moi juste la vérité. Pour une fois, dis-moi juste la vérité. Et puis cela arriva. Ce ne fut pas un acte brutal, violent. Ce fut quelque chose de plus petit, de plus rapide, et d'une manière étrange, de plus sinistre. Dans un éclair de pure colère capricieuse, il me poussa. Pas un coup de poing, mais une poussée ferme à deux mains sur mes épaules pour m'écarter. Dégage de mon chemin, cria-t-il. La poussée fut suffisamment forte pour me faire trébucher en arrière, mon talon se coinçant dans le bord d'un épais tapis. Je perdis l'équilibre, mes bras se balancèrent et je tombai lourdement sur le côté. La caméra enregistra le bruit choquant de mon corps heurtant le sol en béton poli. Elle enregistra mon cri aigu et douloureux. Elle enregistra Aurélien se figeant une fraction de seconde, son visage, un masque de choc et de fureur avant qu'il ne se dissolve en une panique feinte alors qu'il s'agenouillait à côté de moi. Théo arrêta la lecture, un cri étranglé s'échappant de ses lèvres. Tout mon corps se refroidit. Ce n'était pas une complication médicale aléatoire. Le décollement placentaire n'était pas une cruelle tournure du destin. C'était une blessure induite par un traumatisme. La chute. La chute qu'il avait provoquée. Je fixai l'image figée sur son écran. Aurélien, le grand homme, le visionnaire célébré, se tenant au-dessus de moi, sa femme enceinte tombait. Les photos du spa étaient la preuve d'une tromperie. Les relevés bancaires étaient la preuve d'un voleur. Mais ceci était le témoignage d'un témoin silencieux et implacable d'un acte de violence qui avait failli me tuer, moi et notre enfant. Ces images n'ont pas seulement mis fin à sa carrière. Elles ont mis fin à l'homme. Pendant 2 jours, Théo s'assit sur les preuves, un arsenal toxique de fichiers numériques qui semblait brûler un trou dans son disque dur. Il se sentait comme un homme tenant un détonateur, sachant que le simple fait d'appuyer sur un bouton provoquerait une explosion sans retour possible. Pendant ces 2 jours, il m'a rendu visite à l'hôpital. Son sang-froid était un barrage soigneusement construit retenant un flot de fureur. J'allais mieux. J'étais consciente, bien que faible et fortement médicamenteuse. J'allais et venais du sommeil, ma première question étant toujours la même, le bébé va-t-il bien? Le bébé était un combattant. Il était toujours en néonatologie, minuscule et fragile dans son incubateur, mais ses signes vitaux se stabilisaient. L'espoir commençait timidement à imprégner l'air stérile de l'unité de soins intensifs. Aurélien était omniprésent, un fantôme de dévouement. Il tenait ma main, murmurait des mots apaisants et me brossait les cheveux du front. Il parlait au médecin avec un air d'intelligence concernée. Il me parlait à moi, sa femme en convalescence, et au monde. Pour le monde, il était le héros du moment, le mari inébranlable qui n'avait jamais quitté mon chevet. L'hypocrisie était si profonde, si complète que j'avais des vertiges à chaque fois que je le voyais. Je regardais mon mari avec des yeux fatigués et reconnaissants,
et Théo devait détourner le regard. Sa mâchoire était si serrée qu'elle lui faisait mal. Il savait qu'il ne pouvait pas me le dire encore. Pas tant que mon corps n'était pas encore aussi fragile. Le choc pourrait causer un revers catastrophique. Il consulta mon médecin traitant, un médecin compatissant qui écouta attentivement alors que Théo exposait une version édulcorée de l'histoire, se concentrant sur la détresse émotionnelle extrême que le mari était sur le point de subir. Le médecin convenait que je devais être plus forte avant de pouvoir supporter un traumatisme émotionnel important. Alors, Théo planifia la confrontation. Il contacta mes parents, des gens durs et sans fioritures qui avaient élevé leurs enfants pour valoriser l'intégrité par-dessus tout. Il leur montra tout, les photos du spa, les relevés bancaires, les réseaux sociaux ostentatoires de Sophie. Leur chagrin fut rapidement remplacé par une fureur froide et protectrice. Puis il leur montra la vidéo finale, la poussée, la chute. Ma mère poussa un sanglot étouffé et le visage de mon père se durcit en un masque de granit. Il consulta également une avocate, maître Isabelle Petit, une femme vive et redoutable spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle regarda les preuves avec un calme professionnel glacial. Ce n'est plus juste une affaire de divorce, dit-elle, sa voix d'acier. Les photos du spa et les dossiers financiers le crucifieront au tribunal civil. Mais les enregistrements de sécurité de la maison, ce sont des motifs de poursuite pénale, agression, mise en danger de la vie d'autrui. Il n'a pas seulement trompé. Il m'a agressé. Et cet acte a directement conduit à un événement médical potentiellement mortel pour moi et pour l'enfant. Le plan était établi. Nous attendrions le jour où je devais être transféré de l'unité de soins intensifs vers une chambre de convalescence ordinaire, un signe de progrès significatif. La confrontation n'aurait pas lieu à l'hôpital. Elle aurait lieu dans le temple de l'ego d'Aurélien, son bureau du centre-ville. Le jour venu, Théo et mon père se rendirent au cabinet d'Aurélien. C'était un espace qui reflétait son propriétaire, minimaliste, coûteux et froid, avec des vues panoramiques sur la ville qu'il croyait conquérir. Aurélien fut surpris de les voir, mais les accueillit avec son habituel charme maîtrisé. « Messieurs, quelle surprise! Tout va bien ? C'est au sujet de ma femme, demanda-t-il, un air d'inquiétude commençant à se former sur son visage. Tout est sur le point de l'être, dit mon père, sa voix dénuée de chaleur. Nous entrâmes dans son bureau au mur de verre et fermâmes la porte. Maître Petit était déjà là, attendant, un ordinateur portable ouvert sur la grande table de conférence. Le sourire d'Aurélien vacilla. « Qu'est-ce que c'est, une confrontation » dit Théo, la voix basse et stable. « Asseyez-vous. » Pendant les 20 minutes suivantes, nous avons systématiquement démoli son monde. Maître Petit commença calmement et méthodiquement en présentant des impressions des relevés bancaires, les cercles rouges autour des retraits massifs comme des taches de sang sur la page. Aurélien blêmit, bégayant à propos de dépenses professionnelles, d'investissement. Puis Théo lui tourna l'ordinateur portable. Il joua la vidéo qu'il avait enregistrée depuis le moniteur de sécurité du spa. Aurélien et Sophie riant, se touchant, s'enregistrant pour leur forfait couple de sérénité. Le visage d'Aurélien passa de pâle à livide. C'est sorti de son contexte. C'était un malentendu. Un malentendu, répéta Théo, sa voix dangereusement douce. Votre femme subit une césarienne d'urgence. Votre fils se bat pour sa vie. Et vous êtes dans un spa à 40 minutes d'ici, à vous faire masser avec votre maîtresse. Quelle partie de cela avons-nous mal comprise ? Le sang-froid d'Aurélien se brisa finalement. Il se leva, son visage déformé par un rictus. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Ma vie, ma pression, vous ne pouvez pas comprendre. J'avais besoin d'un moment. C'est une affaire privée. Cela a cessé d'être une affaire privée, intervint calmement Maître Petit. Lorsque vous avez commencé à payer vos affaires privées avec l'argent de votre femme, et cela a cessé d'être une affaire privée lorsque vous avez posé vos mains sur elle. Théo cliqua sur la souris. Il lança la dernière vidéo. Le salon, la dispute, la poussée, la chute. Le son de la voix enragée d'Aurélien, suivi du bruit choquant de mon corps heurtant le sol, emplit le bureau silencieux et stérile. Aurélien fixa l'écran, la bouche bée. La couleur disparut complètement de son visage. Il ressemblait à un homme qui venait de voir son propre fantôme. Il se laissa tomber sur sa chaise, complètement vaincu. Il n'y avait aucun mensonge, aucune excuse, aucune justification charismatique qui puisse le sauver du témoignage silencieux et implacable de cette caméra.
Pendant que vous étiez dans ce bureau, dit Maître Petit, sa voix de glace, nous avons envoyé un fichier anonyme crypté au principal journaliste d'investigation de la ville. Nous l'avons également envoyé aux associés principaux de ce cabinet et au conseil d'administration du projet du musée. Le fichier contenait tout. Les photos, les dossiers bancaires, et une courte boucle vidéo de vous poussant votre femme enceinte de 8 mois par terre. Comme à la demande, le téléphone d'Aurélien commença à vibrer sur la table. Puis sa ligne de bureau s'illumina. Puis un coup de porte frénétique vint de son assistante. L'histoire était en train de se répandre. L'explosion avait commencé. Les conséquences furent rapides et brutales. Aurélien, le visionnaire célébré, devint un paria du jour au lendemain. Son cabinet, confronté à un cataclysme de relations publiques, le licencia en quelques heures, invoquant sa clause morale. Le conseil d'administration du musée publia une déclaration publique rompant tous les liens. Ses clients célèbres l'abandonnèrent. Le public qui lui avait envoyé des prières lui envoyait maintenant des menaces de mort. Il n'était pas seulement ruiné, il était effacé. Quelques semaines plus tard, moi, maintenant dans un centre de réadaptation tranquille, j'appris enfin la vérité. Mon frère et mes parents étaient assis avec moi, un thérapeute présent, et ils m'ont gentiment tout raconté. Ils m'ont montré les preuves, non pas pour me blesser, mais pour m'armer. Le chagrin fut immense, une douleur plus profonde que n'importe quelle blessure physique que j'avais subie. Mais sous le chagrin, il y avait une lueur de ma force d'antan. L'homme que j'avais aimé n'existait pas. C'était une fiction. La vie que nous avions construite était un mensonge. Mais mon fils, le bébé minuscule et résili qui dormait maintenant paisiblement dans un berceau à côté de moi, était réel. L'amour de ma famille était réel. Je déposai le divorce et portai des accusations pénales. L'homme qui avait autrefois orné les couvertures de magazines n'apparaissait plus que dans des croquis de tribunal granuleuses. Son empire de verre et d'acier s'effondra, brisé par sa propre arrogance et la vérité indéniable capturée par une caméra. Mon propre avenir était incertain et marqué, mais pour la première fois depuis longtemps, en tenant mon fils et en regardant par la fenêtre, il était le mien. La chute, quand elle arriva, ne fut pas une seule implosion spectaculaire, mais une démolition lente et laborieuse. Le scandale public n'était que le coup de masse qui avait brisé la façade. Ce qui suivit fut le processus méticuleux et laborieux de déblaiement des décombres sous les lumières froides et impitoyables du système juridique. L'homme qui avait autrefois commandé les salles de conseil et les chantiers de construction se retrouva confiné dans les salles austères lambrissées de bois des cabinets d'avocats et des tribunaux. Le travail de sa vie réduit à des pièces à conviction dans une affaire intitulée avec mon nom, Épouse lésée, contre le sien. Sa défense fut un chef-d'œuvre d'illusion narcissique. Soutenu par un avocat bon marché spécialisé dans le baratin, il tenta de recadrer le récit. Il n'était pas un méchant, argumenta-t-il, mais une victime. Une victime d'une pression professionnelle immense, d'une épouse nerveuse et exigeante sur le plan émotionnel, et d'un beau-frère vindicatif qui avait volé des données privées pour orchestrer un lynchage public. Il prétendit que la visite au spa était une tentative désespérée de décompresser du traumatisme de la maladie soudaine de ma femme, un moment de faiblesse, pas de malice. Il tenta même de dépeindre le siphon financier de nos économies comme une stratégie prudente, bien que mal comprise, de déplacer des actifs pour les protéger de la volatilité du marché. Mais ces arguments se réduisirent en poussière face à la preuve granite. Lors des dépositions de divorce, l'avocate de Clara, cette femme formidable qui avait aidé à planifier sa chute, le démantela avec une précision chirurgicale. « Vous prétendez protéger nos actifs communs, dirait-elle, sa voix calme et égale alors qu'elle faisait glisser un relevé bancaire sur la table. Pouvez-vous expliquer comment cette charge pour un bracelet en diamant de 12 000 € acheté à Milan à une date où vous avez dit à votre femme que vous assistiez à un symposium sur le béton à Berlin constitue une stratégie financière prudente ?» Il bégayait, son visage devenant d'un rouge tacheté. C'était un cadeau pour la femme d'un client, le réseautage. Et j'imagine, poursuivit l'avocate en faisant glisser le reçu du spa à côté du relevé, que ce forfait de sérénité pour couple était également du réseautage. Ou était-ce un composant de votre programme de gestion du stress entrepris alors que la survie de votre fils se mesurait en minutes et que votre femme était inconsciente dans l'unité de soins intensifs? La pièce maîtresse de l'affaire pénale contre lui était, bien sûr, les enregistrements de sécurité de la maison. Mon avocat soutint que la vidéo était trompeuse, que la poussée était une action réflexe mineure dans une dispute chauffée, pas une agression malveillante. Mon client essayait simplement de créer de l'espace, tonna l'avocat lors d'une audience préliminaire. Tout homme se sentirait menacé lorsqu'il est acculé de cette façon.
Mais lorsque le procureur joua le clip au tribunal, le ralentissant pour montrer le mouvement délibéré à deux mains, la colère déformant son visage, et la chute maladroite et dure, un silence s'abattit sur la salle. Le bruit sourd capturé par le microphone semblait résonner dans la chambre. Le procureur enchaîna avec le témoignage sous serment du chef obstétricien. Dans votre opinion professionnelle, docteur, demanda le procureur, une chute de cette nature pourrait-elle induire un décollement placentaire traumatique chez une femme de 35 semaines de gestation? Absolument, répondit le médecin, sa voix ferme. C'est une cause classique. Un impact soudain et vigoureux peut facilement séparer le placenta de la paroi utérine. En l'absence de toute autre condition préexistante, la chute est la cause la plus probable de l'urgence médicale. Pendant que la vie de mon ex-mari était disséquée publiquement, moi, je construisais tranquillement une nouvelle vie. Après ma sortie de l'hôpital, mon fils, que j'ai nommé Léo Moreau, pour sa force féroce de lion, et moi, avons emménagé dans un appartement petit mais lumineux dans un quartier calme et arboré. La maison de verre sur le canyon, un monument à l'ego de mon mari et à ma propre veillée solitaire, a été mise en vente, sa valeur ternie par le scandale qui s'était déroulé à l'intérieur de ses murs transparents. Ma nouvelle maison était l'antithèse de mon ancienne. Les murs étaient solides, peints de couleurs chaudes et réconfortantes. Au lieu de vastes espaces vides, il y avait des coins douillet remplis de couvertures douces et d'étagères débordantes. Le silence n'était pas lourd et oppressant. Il était paisible, rompu seulement par les gazouillis et les roucoulements de mon bébé. J'ai découvert que pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. J'ai commencé à retrouver les parties de moi-même que j'avais sacrifiées sur l'autel de son ambition. J'ai installé un petit chevalet près de la fenêtre du salon, la lumière du nord tombant sur une nouvelle toile. Au début, mes mains se sentaient maladroites, mes instincts artistiques émoussés par des années de désuétude, mais lentement, cela est revenu. Je ne peignais plus les pièces abstraites grandioses que j'avais autrefois. Au lieu de cela, je peignais les petites mains de Léo, la façon dont la lumière du soleil mouchetait à travers les feuilles du chêne à l'extérieur de ma fenêtre, le visage de mon frère alors qu'il dormait sur un fauteuil après une longue journée à m'aider à assembler un berceau. Je ne créais plus d'art pour une galerie ou un acheteur. Je peignais ma vie, capturant les petits moments authentiques qui étaient maintenant l'architecture de mon monde. Mon frère est resté mon gardien fidèle. Il était là pour les repas de fin de soirée, pour les visites chez le pédiatre, pour les jours où le chagrin et le traumatisme pesaient comme un poids physique. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis sur un banc dans un parc local à regarder Léo dormir dans sa poussette, il me regarda. Le regard fatigué et hanté dans mes yeux avait été remplacé par une clarté tranquille. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda-t-il gentiment. Le glamour, les fêtes, la maison, je regardais une mère pousser son enfant en rieur sur une balançoire. Je regrette la femme que j'étais quand je pensais que tout cela était réel, dis-je, ma voix réfléchie. Je regrette le rêve que je pensais vivre. Mais la cage? Non, je ne regrette pas la cage. Le jour du verdict du procès pénal arriva. Je n'ai pas assisté, choisissant plutôt de rester à la maison avec mon fils. Mon frère y est allé à ma place, m'envoyant des mises à jour par SMS. Le jury délibéra pendant moins de 3 heures. Le verdict fut coupable, pas de l'accusation la plus grave, mais d'agression et de mise en danger de la vie d'autrui. La peine ne fut pas de prison, mais ce fut une forme de cage. Néanmoins, 2 ans de probation, 1 an de gestion obligatoire de la colère et de conseil sur la violence domestique, 500 heures de service communautaire, et une ordonnance de protection permanente. L'homme qui avait construit des gratte-ciel passerait ses week-ends à nettoyer des graffitis sur des passages souterrains. Le divorce fut finalisé 1 mois plus tard. Ce fut une séparation nette. Le produit de la vente de la maison et de mes actifs gelés fut divisé, la grande majorité étant attribuée à moi et à une fiducie pour notre fils. Il fut dépouillé de sa richesse, de sa réputation et de toute revendication légale sur l'enfant dont il avait failli éteindre la vie avant même qu'elle ne commence. Un soir, alors que je triais la dernière boîte de documents juridiques, me préparant à mettre ce chapitre de ma vie définitivement derrière moi, un email apparut sur mon ordinateur portable. Le nom de l'expéditeur était inconnu, mais la ligne d'objet fit s'arrêter mon cœur. Des excuses, pour ce que cela vaut. C'était de la maîtresse. Mon doigt plana sur le bouton supprimer, mais une curiosité morbide l'emporta. Je l'ouvris. L'email était un long, décousu, discours autopitoyable. La femme se dépeignait comme une autre victime de cet architecte. Il lui avait menti, prétendait-elle. Il lui avait dit que son mariage était terminé,
une simple formalité à des fins professionnelles. Il lui avait promis un avenir, de l'argent, une vie qu'elle estimait méritée. La journée au spa, écrivit-elle, était son idée, une façon de célébrer notre avenir après qu'il ait enfin rompu avec sa femme. Ma vie est ruinée aussi, implorait l'email. Les marques ne travaillent pas avec moi. Les gens m'envoient des messages horribles. Je n'avais aucune idée que vous étiez à l'hôpital. Si j'avais su, je n'aurais jamais posté cette photo. Je suis tellement désolé pour votre douleur, mais vous devez comprendre qu'il m'a manipulé aussi. Je lus les mots et une émotion étrange me submergea. Ce n'était pas de la colère. Le feu de ma rage s'était depuis longtemps éteint en braise. C'était quelque chose de plus proche de la pitié mêlée à un profond sentiment de détachement. Cette femme, avec ses excuses creuses et sa recherche désespérée d'absolution, n'était qu'un autre fragment de la ruine que mon ex-mari avait créé. C'était un fantôme d'une vie qui n'était plus la mienne. Je pensais à répondre, à lui renvoyer un message de fureur ou de pardon. Mais je réalisais que toute réponse donnerait à cette femme et à cette liaison un pouvoir qu'elle n'avait plus. Elles étaient sans importance. Je fis glisser l'email dans le dossier de la corbeille et la vidéo, l'équivalent numérique de balayer le dernier éclat de verre brisé par la porte. Plus tard dans la nuit, avec Léo dormant paisiblement dans sa chambre, je me tins dans mon salon tranquille. Les papiers juridiques étaient rangés. Les fantômes étaient chassés. Je vis mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Je vis une femme qui n'était plus définie par un homme, une maison ou une tragédie. Je vis une mère, une artiste, une survivante. Ma vieille vie avait été construite de verre froid et d'acier cassant, une belle structure finalement vide. Ma nouvelle vie était plus petite, plus tranquille, mais elle était construite avec des matériaux plus solides, la vérité, la résilience et le lien indéfectible de l'amour d'une mère. Et je savais avec une certitude qui me réchauffait le cœur que c'était une structure qui ne tomberait jamais. Cette histoire est un rappel frappant et déchirant que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par éclater au grand jour. Elle parle des conséquences dévastatrices de la trahison et de l'incroyable résilience de l'esprit humain face à un chagrin inimaginable. Alors qu'Aurélien construisait sa vie sur des fondations de mensonges, moi, soutenu par l'amour indéfectible de ma famille, je commençais à bâtir une nouvelle vie sur des fondations de vérité et de force pour moi et mon enfant. Sa carrière a pris fin non pas avec un bang, mais avec la preuve silencieuse et accablante du regard constant d'une caméra. Si cette histoire de justice et de survie vous a ému, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et la partager avec d'autres. Ces récits de la vie réelle servent de leçons puissantes. Pour plus d'histoires qui explorent les complexités de la nature humaine et les moments qui nous définissent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci de votre écoute.